Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour un nouveau live. Encore un live qui va hype plein de gens, parce que on parle de hexagonal architecture. Donc je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui vont venir. Plein de gens qui vont sans doute se dire attends, faut absolument que je connaisse cette techno, que je connaisse cette pratique, sinon ça fait de moi un mauvais développeur. Bon, je troll un peu, mais on va quand même en parler un tout petit peu de tout ça. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous avez passé une bonne journée. Attendez, je vais juste mettre le chat histoire que voilà. Salut Alexandre, je regarderai la rediff ou je repasserai plus tard. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, comme d'habitude maintenant, tout est en ligne sur sur YouTube juste après dans la journée ou pas. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être assez ponctuel. En disant que sur la journée même ou le lendemain, vous avez la vidéo sur YouTube si besoin. Donc. Et vous avez toujours la rediff sur Twitch. Dans tous les cas, c'est pas vraiment un problème. Du coup, aujourd'hui, on va parler effectivement d'architecture. On va parler plus précisément d'hexagonal architecture. On va essayer de faire une petite introduction. Merci Romain, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. On va essayer de faire une petite intro, histoire de juste prendre un petit peu le temps de faire un peu de prévention, vous comprendrez. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, salut Low Terrus, salut Romain du coup. Je sais pas comment on dit ton pseudo, alors Los Russ. Salut Amorifix, salut Clément, salut David. Alors du coup, voilà, l'idée, ça va être vraiment de parler théorie. Parler un tout petit peu on fera peut-être une mise en pratique, mais assez simpliste. On va pas aller dans le détail ou quoi que ce soit. Salut Brice. On va essayer vraiment de s'orienter plutôt sur la théorie, sur ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette foutue hexagonal architecture. Salut Thibaut. Donc, déjà, j'ai dit je faisais un peu de prévention. On va commencer par ça tout de suite. Déjà, première chose, vous n'avez pas besoin de savoir faire de l'hexagonal architecture dans votre vie, d'accord ? Il n'y a aucune obligation à ça. Merci Georgia. Vous avez aucune obligation à connaître l'hexagonal architecture. C'est un plus. Vous allez peut-être rencontrer un projet où c'est déjà en place, où vous allez avoir besoin de le mettre en place, mais il n'y a aucune obligation. Deuxièmement, il n'y a rien de compliqué. Ok. Troisièmement, il faut savoir faire de la PO pour pouvoir faire de l'hexagonal architecture. Prenez les choses dans l'ordre. S'il y a bien une chose que je dois vous dire, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Arrêtez, en tant que junior, de vous dire, ok, il y a des buzzwords, TDD, DDD. Salut Kanto, TDD, DDD, BDD, hexagonal architecture, clean code. Avant de parler de ces choses-là, qui sont des buzzwords avant tout, avant de parler de ça déjà, faites votre apprentissage, ok ? Après, on reviendra sur ces concepts qui demandent quand même une certaine expertise pour certains. On va pas se mentir là-dessus. Par exemple, TDD, ça demande quand même une certaine pratique, une certaine discipline. L'hexagonal architecture, le DDD, toute la partie technique du DDD, on va dire comme ça, ça demande une certaine expertise entre guillemets de la PO, on va pas se mentir non plus parce que c'est quand même du travail qu'il y a derrière de réflexion et d'optimisation du code et tout. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Arrêtez de vouloir vous dire ok, c'est un buzzword, tout le monde en parle, a priori le craft, si tu en fais pas, t'es une merde. Pas du tout. Alors je vous rassure que moi je fais par exemple pas tellement de craft, à proprement parler, c'est-à-dire dans le côté technique, je fais pas de TDD, je fais du test first. Ok. Je fais pas d'hexagonal architecture. Pourquoi ? Parce que généralement c'est un peu overkill pour les projets que je fais. Je fais pas de DDD parce que c'est clairement overkill. Je fais pas event storming ou j'en sais rien parce que c'est overkill dans les projets que je fais. Il y a toujours le bon outil pour le bon contexte. D'accord ? Il y a toujours, on va pas prendre à chaque fois une massue pour un clou qui fait 1 centimètre. Voilà, ça sert à rien. Ça n'a pas d'utilité. L'idée, c'est de toujours savoir et prendre le recul pour se dire, ok, je vais utiliser cet outil-là à ce moment-là. Et bah, c'est pareil pour l'hexagonal.
Et je reviens sur le fait que ce soit pas compliqué parce que vous verrez que l'hexagonal, au final, il a un autre nom et ce nom, c'est le port adapteur pattern. Et vous comprendrez qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste savoir jouer, entre guillemets, avec la notion d'interface et l'inversion de contrôle. On essaiera de revenir, on va essayer de venir dans le... Attention, inversion de contrôle et pas inversion de dépendance, mais vous comprendrez après. J'aimerais juste vous faire comprendre un tout petit peu que même après ce live, faut pas vous dire, si vous êtes junior, de vous dire « Oh putain, faut que je sache faire ce qu'il m'a montré. » Ok, dites-vous plutôt que vous êtes dans un apprentissage, il y a des choses, des étapes à faire avant ça. Dites-vous « Ok, bah ça peut être une étape un petit peu après, quoi. » Pas de problème avec ça, je le garde dans ma tête, mais surtout, je ne veux pas qu'on saute des étapes. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur. C'est comme vous dire, ok, je sais faire un peu de JS, je vais faire tout de suite du React.js. Non. Tu continues d'apprendre ton JavaScript, tu continues de comprendre les bases et de comprendre comment ça fonctionne derrière pour pouvoir faire du React.js. C'est pareil avec PHP, c'est pareil avec tous les langages. Faites très attention avec ça, quoi. Tu peux prendre des concepts du DDD sans être 100% compliant. Exactement. Il y a aussi un côté dogmatique à se dire « Ah bah tiens, tu fais pas ce truc-là exactement comme ça. Donc forcément, tu le fais pas vraiment. » Il faut arrêter. Moi, par exemple, toute ma vie, j'ai cru que le TDD, c'était une certaine manière de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais un petit peu de DDD, mais effectivement, il y a quelques trucs dans le DDD, dans la définition pure et théorique du DDD que je ne respecte pas à 100%. Mais c'est pareil avec le DDD. C'est pas parce que vous ne faites pas ci, c'est pas parce que vous faites pas ça dans le truc des trucs techniques et tout. Il faut arrêter, d'accord ? Il faut arrêter avec ça. C'est pareil avec un petit peu tout. Il faut toujours savoir s'adapter. Il faut arrêter d'être dogmatique. Il faut surtout pas faire de cargo culte. Le cargo culte, c'est quoi ? C'est le fait de se dire, ok, en gros, on monte en épingle, mais on est en train de dire que c'est ça et rien d'autre. C'est un peu comme les gens qui vont dire tu fais pas de TDD, tu sais pas développer, tu vois. Alors ça, outre le côté gatekeeper, ça on s'en fout, c'est pas la question, mais surtout le côté de ok, je monte un truc pour faire croire qu'il y a que cette façon de faire qui fonctionne. C'est pas vrai. Peut-on faire de l'architecture hexagonale avec un template engine ? Exactement, avec PHP et JavaScript pour déplacer des triangles. C'est exactement ça. Tu veux dire que PHP est un template engine, team premier degré, j'ai pas le son, Thomas. Ah, ça, c'est ballot. Ça, t'as pas le son, c'est ballot. Je vais pouvoir te trash talk. Merci pour le Fizzbuzz, ça m'a beaucoup aidé lors de l'entraînement technique. Et bah, tant mieux, c'est cool. C'est cool si ça aide. Alors, pareil avec l'agile, si on était tous 100% en Scrum machin, on serait mort. Mais bien sûr. Mais en fait, c'est pareil pour tout. En fait, le truc qu'il y a, c'est que dans notre métier, alors ça, je l'ai déjà répété plusieurs fois et je vais le redire maintenant. C'est très important d'écouter ce que je dis. D'ailleurs, c'est le sujet de ma conf que j'ai proposé. Mais je vous donne un petit morceau. Mais on est dans un métier intellectuel et on veut faire de la masturbation intellectuelle, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont tellement pas sécures, qui sont tellement pas à l'aise avec eux-mêmes ou avec leurs compétences, qui ont peut-être pas une grande estime d'eux-mêmes, qui ont besoin du coup de rabaisser les autres pour se monter un petit peu. Et ben ils vont vous dire en gros que ok, bah si tu fais pas les choses comme ça, t'es pas un bon développeur. Si tu fais pas les choses comme ça, c'est que tu fais pas du vrai Scrum. Si tu fais pas ça, tu fais pas du vrai Agile. Si tu fais pas ceci, si tu fais pas cela, machin bidule. En fait, on va monter la tête aux gens en disant que il y a une façon de faire et pas plusieurs. Sauf que c'est pas ça notre métier. Notre métier, il est simple. Notre métier, c'est de l'exécution pure. Vous avez un problème, vous devez trouver la solution pour le résoudre. Le détail d'implémentation, je suis désolé, c'est de la masturbation intellectuelle. Vous pouvez très bien vous dire « Ah bah en fait j'ai besoin d'un script genre en mode procédural de 200 lignes, ça fait le job. » Bah go. Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête à me parler de X pattern, de ceci, de cela ? Il n'y a pas besoin. L'hexagonal architecture, par exemple, ça répond à certaines contraintes, mais ça ne s'applique pas tout le temps. Pareil pour le TDD. Je n'en ai pas besoin tout le temps. J'ai pas besoin de faire du TDD pour faire un blog. Ceux qui diront le contraire, c'est qu'ils, justement, ils sont peut-être un petit peu dans le côté, soit un peu gatekeeper. Sur les bords, généralement, c'est ça quand même. Ça, c'est le côté
personnel, mais on va être surtout dans le côté dogme, de dire ah oui, voilà, faut tout le temps le faire, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire et tu fermes ta gueule. Non, on emmerde les gens qui sont comme ça. D'accord ? Il n'y a pas de bons, de moins bons développeurs. C'est une somme, c'est un cumul, mais il n'y a certainement pas de bon ou de moins bon. Je préfère le répéter, il n'y a pas de façon de faire absolue qui dit que, ah ok, il faut que tous les projets soient faits comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'être consistant. C'est la seule chose que je vous demande, c'est dans un projet d'être consistant. Si vous faites les choses d'une certaine manière ici, faites-le à côté. Blague du chasseur, exactement, mais on va pas la faire parce que c'est un peu lourd à un moment donné, ça va, c'est bon, hein. Mais voilà, ça c'était pour le côté un petit peu disclaimer parce que et c'est juste une petite touche par rapport à la conf que j'aimerais faire et que j'aimerais vraiment présenter pour la FUB Day, mais on verra. Tout ça pour dire que aujourd'hui on a dit, totalement en phase avec toi, les concepts sont avant tout une question de mindset, il faut savoir choisir les bonnes armes pour aller à la bataille. Mais exactement, faux amis consistant, by the way, c'est constant en FR. Ah oui, pardon, j'ai à chaque fois consistant, c'est en anglais dans ma tête. Pardon, oui, et je suis pas un tacos, d'accord. Bon, bref, hexagonal architecture, déjà, de quoi on parle ? Déjà, on parle d'une architecture, qu'est-ce que ça veut dire ? Au final, c'est une façon d'organiser un petit peu, de designer un petit peu son code. Quand on parle de design du code, qu'est-ce que c'est ? C'est, ah bah tiens, je vais créer des interfaces, je vais créer des classes, je vais les mettre ici, je vais les mettre comme ça, je vais agencer les choses, je vais agencer mon code de telle et telle manière pour que ça fasse tel et tel truc, pour que j'ai une certaine avantage, une certaine maintenabilité, lisibilité, tout ce que vous voulez. Ok. L'hexagonal architecture, ça permet de faire quoi ? Ça permet de rendre notre code agnostique. Agnostique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est un peu tout seul et il n'a besoin de rien. Attention, on comprendra pourquoi on appelle ça agnostique. Et quel est l'avantage ? Quel est le premier avantage qu'on pourrait dire ? C'est qu'on pourrait au final changer de stack relativement facilement. Ça veut dire quoi changer de stack ? Ça veut dire que si, par exemple, quand je développe mon projet, d'accord, je ne sais peut-être pas forcément, là, ce que je vais utiliser comme stack technique. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir une API ? Est-ce que ça va être une CLI ? Est-ce que ça va être, je sais pas, du code qui va être interprété par un message broker, RabbitMQ par exemple ? Est-ce que je vais utiliser SQL Server ? Est-ce que je vais utiliser MongoDB ? Je sais pas. Et à la limite, tout ça, on va comprendre un petit peu pourquoi. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'on est agnostique. Et agnostique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre toute notre logique métier à un seul endroit. Cet endroit, on va l'appeler le domaine. Ça va être notre hexagone, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle d'hexagonal architecture. C'est la première chose à laquelle vous devez penser. Votre métier. De quoi on a besoin ? Quel est le besoin du produit ? Qu'est-ce qu'on a besoin d'implémenter dans cette application ? On ne parle pas de web, on ne parle pas d'API, de CLI, de RabbitMQ, de base de données. On s'en fout. On parle de métier. De quoi ça parle ? Merci beaucoup pour ton follow. On parle que de ça. On ne parle de rien d'autre. D'accord ? Donc, ça c'est la principale règle. On doit isoler notre logique métier et le mettre à un seul endroit. Et cet endroit, on va le nommer le domaine. Voilà, on l'appelle généralement le domaine. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok, c'est notre domaine métier. Ok, ce domaine ne doit dépendre de rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de faire un petit schéma. Hop, je passe ici. Je vais essayer de mettre ça en 200% et je vais vous faire un petit schéma. Hop là, j'ai un hexagone. On est bon avec ça ? J'ai mon hexagone, ça c'est mon domaine. Ok ? On va essayer de centrer les choses et de mettre ça en haut. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir par exemple, mise en contexte, un contrôleur. On a un contrôleur. Ok. Et de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, on va avoir... Je donne un exemple, la couche de persistance, qu'on va dire, vu qu'on est dans le cas, on va prendre le cas de Symfony par exemple, doctrine avec MySQL par exemple. Ok, c'est notre couche de persistance. Hop,
couche de persistance. D'accord? Ok. L'idée, c'est de se dire que, en gros, on va rajouter des petites flèches pour savoir comment ça s'utilise tout ça. L'idée, c'est de se dire que le contrôleur va utiliser le domaine et, attention, que la couche doctrine va utiliser le domaine. Mais alors attention, la notion de utiliser ici est assez abstraite. Ça ne veut pas dire que c'est la couche de persistance qui va appeler le domaine. Ça ne marche pas vraiment comme ça. On va essayer de fonctionner plutôt par la notion d'interface. On verra après, dans le détail, ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre hexagone. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à aucun moment, notre domaine dépend d'autre chose. C'est-à-dire qu'à aucun moment de notre domaine, on peut aller à l'extérieur. C'est l'extérieur qui vient à l'intérieur de notre domaine. D'accord? C'est très important de comprendre ce sens-là. Là, à aucun moment, notre domaine fuit vers l'extérieur. Ça ne peut venir que vers nous. Et le nous, c'est le domaine. D'accord? Le contrôleur appelle le domaine, et on trouvera des éléments tout à l'heure de voir comment dire que c'est la couche de persistance qui utilise notre domaine. Vous comprendrez. Ok, donc, l'idée ici, c'est, ok, comment je vais rendre mon domaine que j'ai là agnostique? Comment je le rends agnostique? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette notion d'inversion de contrôle. Alors, on va revenir sur un cas pratique pour comprendre l'inversion de contrôle. Vous verrez notamment que Symfony le gère très très bien et permet de simplifier énormément de choses. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est vous résumer ça et vous dire que ce qu'il faut en retenir, c'est toujours à l'intérieur de l'hexagone, on va avoir notre logique métier. On va avoir notre logique métier, ça c'est à l'intérieur de notre hexagone, notre domaine, d'accord? On va avoir notre logique métier. Et à l'extérieur, on va avoir quoi? Notre infrastructure. La partie HTTP, par exemple. Ok? La partie base de données. On pourrait très bien avoir d'autres éléments sur la droite avec le mailer. Avec un élément pour envoyer des mails, par exemple. Ou alors, par exemple, ce qu'on peut avoir sur la gauche, en dessous de contrôleur, on pourrait très bien avoir aussi une commande console, une commande CLI, pour pouvoir effectuer des scripts en console, par exemple. Ou alors, on peut avoir un message handler qui permet de traiter et de récupérer d'une pile un message. D'accord? Et dans ce cas-là, encore une fois, ça fonctionne toujours pareil, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est toujours dans ce sens-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre domaine, on ne doit rien retrouver de l'extérieur. Alors, il y a une grande question qui se pose, et cette grande question, c'est toujours la même. C'est de savoir si, est-ce qu'on peut utiliser des librairies dans notre domaine? Oui. Il faut arrêter de croire que l'agnosticité, ça existe certainement pas ce mot, mais je vais quand même le dire, il faut pas croire que ça implique de toujours devoir réinventer la roue. Imaginez si vous devez mettre en place une notion de validation dans votre domaine pour valider des données et que votre validation demande quand même une certaine... de mettre en place des choses un peu complexes. Vous n'allez pas à chaque fois vous faire chier à réinventer la roue. C'est ridicule. Il existe des excellentes librairies, par exemple Beberley Assert ou WebMozart Assert, par exemple, qui sont de très très bonnes librairies qui permettent de faire des assertions, donc de la validation, d'accord? Eh ben, vous n'avez aucun problème à l'utiliser. L'idéal, c'est quand même d'utiliser, attention, une librairie qui soit bien maintenue à jour, d'accord? Qui soit limite immuable, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas, et à la limite, on peut l'étendre et ajouter de nouveautés si vous voulez, mais on n'y touche pas dans sa structure, d'accord? Donc ça doit être quelque chose d'assez bas niveau. D'accord? Quelque chose d'assez simple à utiliser, d'assez simple même dans son implémentation. Moi, ça m'arrive par exemple d'utiliser dans mon domaine le composant validateur de Symfony. Alors beaucoup de gens me diront « Ah ouais, mais là pour coup, c'est pas très bas niveau, c'est quand même relativement haut niveau. » Il est vrai que c'est relativement haut niveau, mais je m'en fous. Encore une fois, il n'y a pas de dogme qui dit « Oh, attention, celui-là tu ne peux pas l'utiliser, mais celui-là tu ne le peux pas. » Et pire encore, il y a des gens qui croient très sincèrement qu'il ne faut mettre aucune librairie dans le domaine. Si vous faites ça, vous allez devoir vous réinventer la roue à chaque instant. Et là, on parle de quelques librairies.
On vous parle pas de dire ah bah tiens je vais importer une librairie qui fait du code métier. Bah non, oubliez pas, dans le domaine on a que du code métier entre guillemets. Donc ce qu'on va ajouter dedans c'est plutôt des éléments qui vont nous faciliter la vie parce qu'ils existent depuis un moment. On parle par exemple de validation et d'autres peut-être, je sais pas moi par exemple une classe qui permet de gérer des dates. Par exemple. On pourrait très bien se dire ah bah allez je me permets d'ajouter ça, un truc pour gérer des collections, Lou PHP par exemple qui permet de gérer des collections. On pourrait très bien le foutre dans le domaine, aucun problème avec ça, on pourrait très bien l'utiliser dans le domaine, il n'y a pas de problème avec ça, il faut juste arrêter de se dire ok c'est un dogme, on m'a dit que c'était agnostique, ça veut dire que en gros dans tous les use que je vais utiliser dans mes classes, tous les use que je vais mettre, à chaque fois, je dois jamais sortir de mon use avec du préfixe du domaine. Ok, là, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Faut pas être comme ça. C'est pour ça que moi, j'hésite pas parfois à utiliser même des librairies qui ne devraient pas se retrouver là. Parce que je me dis que pour le moment, dans ce projet-là, est-ce que j'ai besoin d'aller dans cette finesse-là ? Non, j'en ai pas besoin. Arrêtons de nous prendre la tête. Si c'est cohérent, évidemment. Si c'est cohérent, let's go. On y va. On peut se permettre aussi de se dire ah bah je vais pas respecter 100% de la définition de ce qu'est l'hexagonal architecture, je vais m'imposer quelques petites différences et me dire ok bah je vais pouvoir faire les choses un petit peu différemment à ma sauce. Il y a aucun problème avec ça les gens. Hein, ok ? Il y a aucun problème avec ça. Arrêtez de vous mettre des limites en disant la règle c'est ça, je dois la respecter parce que sinon je vais être vu comme un connard et certainement comme un mauvais développeur ou développeuse. Non. Et non. Basta. On ne veut plus en entendre parler. D'accord ? Ça, c'est dogmatique. Ce que je veux dire par là, c'est que on va donc revenir sur ce domaine et prendre un exemple très concret. Les attributs ou les annotations qu'on peut avoir de doctrine qu'on rajoute sur nos entités pour faire ce fameux data mapping. On n'est pas censé, mais on peut le faire, c'est faites ce que vous voulez encore une fois, ce que je viens de dire, mais vous n'êtes pas censé les retrouver dans votre domaine. Dans la logique pure, on n'est pas censé le retrouver parce que c'est du data mapping et ce data mapping, c'est forcément une notion directe avec une base de données. C'est sa représentation mappée d'une classe vers une table. D'accord ? Donc on n'est pas censé vraiment retrouver ça. Et d'ailleurs, je vous le déconseille absolument. Est-ce que c'est comme le domain driven design ? Alors non, le domain driven design, c'est encore autre chose. C'est encore des concepts bien plus larges qui touchent... ça c'est l'hexagonal architecture, ça c'est le domaine, ça c'est le DDD. Pour te juste rendre un tout petit peu compte du travail que ça demande, on n'est pas du tout sur le même délire. D'accord ? Là, on est sur quelque chose de totalement technique. Le DDD, ce n'est pas que technique. D'accord ? C'est stratégique, c'est tout ce que tu veux, c'est métier, c'est avant tout, si tu veux. Et d'ailleurs, tu verras que c'est domain driven design et pas domain driven développement. Pourquoi ? Parce que le design, cette notion de design, c'est une question pour réfléchir à la manière dont on va répondre à une solution. Comment on va apporter une solution technique à un besoin métier. C'est ça le DDD. Et il existe plusieurs stratégies pour le faire, plusieurs façons de faire, technique ou pas technique. D'accord ? Donc c'est pour ça que ce n'a encore rien à voir avec le DD, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tu peux très bien utiliser l'architecture hexagonale dans du DDD. Pas de problème. C'est pas la question. Quand on injecte une interface, on fait du hexagonal. On va y revenir. Donc, revenons maintenant un tout petit peu sur l'inversion de contrôle. Et là, on va essayer d'étoffer un tout petit peu notre petit mais assez gros schéma. Et on a donc notre domaine. Jusque-là, ça c'est OK. Je vais mettre un E à domaine et ici je vais mettre ça en français, histoire d'être cohérent avec le reste. OK, on a notre domaine. Je vais essayer d'aligner ça, essayer de réduire ça un tout petit peu parce que ça va prendre beaucoup de place. Hop, on va faire ça comme ça. Là c'est pareil. Voilà. OK. OK. Je vais agrandir ce truc-là. Voilà. Ok, donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On va rajouter des choses, et nous, ce qu'on va rajouter, c'est que, ok, on a dit que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre le texte en bas, par contre. Parce que sinon, ça va m'embêter un tout petit peu. De rien, monsieur Soutien. Pas de souci. C'est avec plaisir que je donne les infos. Alors, on va avoir, déjà on a dit que notre contrôleur allait utiliser notre domaine. Alors déjà, moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est la notion de use case.
Alors, ce que j'appelle un use case, si vous voulez, c'est en gros, ça représente une fonctionnalité, ça représente une feature. Je vais le mettre d'une couleur verte et je vais l'appeler use case. Vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Mais je l'appelle use case parce que moi, ça fait toujours un peu sens. Voilà, ça fait toujours un peu sens. Ok, ça c'est notre use case. Ce qu'on va faire, c'est que ce use case, on va... mince. Alors, je vais prendre ça et je vais le dupliquer et je vais mettre une autre forme par contre. Je vais plutôt prendre une forme carrée, tiens. Enfin, rectangulaire, autant pour moi. Et je vais lui mettre une couleur jaune et je vais dire ici que c'est une interface. D'accord? Mais c'est l'interface de quoi? En gros, c'est l'interface, donc... Là, le contrôleur, lui, il va utiliser une interface. OK. Et mon use case, il va implémenter cette interface. D'accord? Et là, la flèche, on va bien réfléchir à celle qu'on va utiliser. On va prendre une flèche. OK. Où est-ce que je choisis? Hop, on va aller comme ça. OK. Et là, la flèche, ça va être vide pour dire qu'elle implémente. D'accord? Que ça, le use case, est l'implémentation de notre interface. OK? Bon, maintenant on va revenir et on se dit ok, j'ai un use case, très bien, on va au moins créer une autre forme qu'on va appeler par exemple montre domain object, par exemple, quelque chose comme ça, où ça va être notre entité. Voilà, on va l'appeler entité, ça va être beaucoup plus simple. Ok, hop, et là on va mettre d'une couleur verte aussi, hop, parce que c'est une classe, et on va mettre entité. Ok. On va mettre entité. Donc, effectivement, notre use case, lui, il va utiliser notre entité. OK? Salut Bobaboom! Il va utiliser notre entité pour X raisons, il instancie une entité, il va modifier des données dedans, que sais-je, il fait plein de trucs super intéressants avec tout ça, et il fait sa petite tambouille. Super! Donc ça, il fait son boulot et pas de problème. Ça, on lui a rien à dire. C'est très simple, ok. Mais derrière, on va peut-être se dire que là, je suis sur une fonctionnalité qui a besoin d'une certaine couche de persistance, d'enregistrer une donnée quelconque, on s'en fout de savoir où c'est, mais d'enregistrer une donnée. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais créer une autre interface. D'accord? Je vais créer une autre interface qu'on va mettre là. Et là, je vais mettre, pareil, une flèche. Mais attention, la flèche, ce n'est pas la flèche que vous avez vue juste avant qui implémente, c'est une flèche parce qu'on peut pas, une classe ne peut pas implémenter deux interfaces. Mais là, c'est plutôt de dire que nous, notre use case, avec cette fois l'injection de dépendance, par exemple, va utiliser une interface. On va injecter une interface, donc un service, mais nous, c'est avec l'inversion de dépendance. Donc rappel, l'inversion de dépendance, c'est on dépend de l'abstraction et non de son implémentation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que quand on fait de l'injection de dépendance avec l'inversion de dépendance, ce qu'on veut, c'est injecter une interface et dépendre d'un certain contrat plutôt qu'une implémentation. Et bien, imaginons ici que notre use case, on lui injecte, je sais pas, moi, on va appeler ça user repository interface. Mieux vaut nommer agrégat à la place d'entité qui tend à confondre avec ce qu'on manipule avec les ORM. Ouais, bon, on va mettre domain object alors. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Moi, ça me choque pas, mais si ça peut porter à confusion, effectivement, on va éviter. Si c'est vrai que à côté de ça, j'ai mis doctrine, ça peut porter à confusion. Effectivement, ça peut porter à confusion. Alors attendez, je vais juste augmenter un tout petit peu la taille parce que là, je vais pas avoir assez de place. Ok. Hop, je vais aussi augmenter ça. Tac. Ok. CTRL Z. Non. Ah, ça c'est chiant, on peut pas sélectionner avec d'un coup. Ah, je veux sélectionner ça et le déplacer, s'il te plaît. Voilà. Ok. Ok. Alors, quoique, non. Quoique, si. Attendez. En fait, on va faire différemment. On va faire différemment, parce que c'est pas vraiment ça que je veux faire. Ici, on va mettre ça là. Ok. Celle-là, bizarrement, je vais le supprimer. Je m'en fous des noms. Commencez pas à titiller sur des noms, vous me parlez de DDD et on fait pas de DDD là, clairement on s'en bat les reins. Justement, c'est ce que je ne veux pas aujourd'hui, c'est qu'on titille sur des trucs en se disant ok, VA, VO, VO, domain object, ce que vous voulez. Ici, si vous voulez, domain object, je pense qu'on est capable de comprendre qu'on parle un petit peu de
de nos classes entités qu'on utilise, quoi. Voilà, basta. Après, il faudra passer à autre chose parce que si vous commencez à titiller là-dessus, ça va pour le coup un peu me gonfler parce que c'est pas du tout l'objet, quoi. Juste chipoter sur le naming utile. Mais il n'y a pas de naming utile, si tu veux. Ça, c'est une mauvaise idée, si tu veux. Ça, c'est une idée qu'on se donne en se disant, il y a un naming, il y a un naming. Non, le naming, il est dans ta tête, il est avec ton équipe, dans ton projet, tu fais le naming que tu veux. D'accord ? D'ailleurs, ici, par exemple, je pourrais très bien l'appeler Getaway, parce que moi, quand je développe, j'aime bien utiliser ce qu'on appelle des Getaway. C'est le nom que je donne à mes interfaces qui vont être utilisables pour, si tu veux, la couche de persistance, ce qui n'est en vrai pas le cas. Donc là, l'inversion de contrôle, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va avoir, comme je disais, une implémentation quelque part. Il faut bien implémenter cette fameuse interface ici. Et c'est là la notion de port adapteur qui va être très importante. D'accord ? Donc là, je mets cette fois... Ok. Et là, par contre, je vais changer la gueule de la flèche. Mince, pardon. Je vais changer la gueule de la flèche. Donc là, on a une autre flèche, pardon. Excusez-moi. Et ici, je vais changer, je vais mettre repository. Ok. On pourrait même dire que c'est même une classe entre les deux, on s'en fout. Et ça, du coup, en fait, tout simplement, vous l'avez bien compris, au final, ça représente la même chose, d'accord ? C'est Doctrine, c'est notre repository Doctrine. Bon, soit. En soi, on s'en fout, c'est pas la question. Salut Steph, salut Estelle. Alors, ici, du coup, c'est là où je vous ai dit, rappelez-vous le premier schéma. On a dit que tout venait de l'extérieur vers l'intérieur. Le contrôleur on va lui injecter une interface. Cette interface va être implémentée, ça va être notre use case qui va implémenter cette interface-là. Ici, et c'est dans ce seul cas où notre interface et notre use case lui se trouve dans le domaine, d'accord ? Et c'est le contrôleur qui va aller appeler, utiliser notre interface. On essaie toujours de faire des interfaces, mais encore une fois, on n'est pas obligé, on pourrait très bien squeezer directement cette interface-là. Bon, moi j'aime bien travailler avec des interfaces parce que ça permet d'avoir quand même un certain contrôle sur ce qu'on fait, un certain cadre. Et derrière, on a dit que notre use case, dans notre fonctionnalité, on avait besoin de persistance. Donc je l'ai dit qu'avec l'inversion de dépendance et l'injection de dépendance, on allait injecter notre interface. Notre interface qui va être du coup... dans notre réalité, dans notre projet réel avec Symfony, qui va en fait être une instance de notre repository. Mais cette instance, notre repository qu'on a ici, se trouve, lui, vous l'avez remarqué, à l'extérieur de l'hexagonale. Il se trouve à droite, parce que ça, c'est de l'infrastructure, c'est propre à Doctrine, que j'ai branché avec MySQL. D'accord ? Donc c'est vraiment bien comprendre cette différence. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la couche de persistance, la DAO, si vous voulez, et ça se trouve à l'extérieur. D'accord ? Ça se trouve à l'extérieur. Donc la notion de port adapteur, elle est simple. J'ai un port, j'ai un adapteur. Je peux rajouter autant de ports que je veux dans le domaine pour faire X choses, genre une interface qui va me permettre d'envoyer un mail, une interface qui va me permettre, je sais pas, d'envoyer une notification push, et tout ça, je peux créer autant d'interfaces et de ports que je veux. Il va falloir que j'en implémente à l'extérieur et généralement à droite de notre hexagonale, les adapteurs. Donc ça peut être des classes qui vont effectuer un certain traitement. Comme le repository qui va utiliser Doctrine et qui va utiliser le query builder, etc., etc., etc. Ok. Donc là, on est sur quelque chose. L'inversion de contrôle, comment elle interagit derrière, c'est qu'au final, c'est cette partie-là qui est induite, que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est votre outil qui va le maîtriser pour vous, le fait de vous envoyer directement le repository pour cette interface-là dans votre use case. Alors, soit vous le faites automatiquement avec Doctrine, qui est capable de linker et de faire la jonction automatique, soit vous le faites certainement par une configuration quelque part. Soit. Ici, après, c'est encore autre chose. Donc, j'aimerais revenir sur l'autre nom qu'on donne à l'hexagonal architecture, qui est donc le port et adapteur. Et quelle est cette puissance ? Quelle est la puissance de ce pattern ? L'idée, c'est qu'on peut changer à notre convenance l'implémentation de ce qui se passe à droite ou même à gauche. On s'en fout. On ne dépend à aucun moment de ce qui se passe à l'extérieur de notre hexagone. On a juste des contrats à remplir avec nos ports qui se trouvent à l'intérieur de notre hexagone. Merci Lifelong, merci beaucoup pour ton follow. Donc, ça veut dire que moi, là, quand je développe
Bah ok, je travaille avec MySQL parce que j'ai estimé qu'au début du projet c'était ça. Et puis en fin de compte, je me rends compte qu'avec le temps, bah, c'est peut-être pas le meilleur choix. Il y a peut-être un autre choix à faire, peut-être de le faire cohabiter avec MongoDB, avec du document plutôt que de l'entité, par exemple, que sais-je. Euh, et en fait, j'ai pas envie de dépendre d'une infrastructure, c'est-à-dire d'une architecture technique en se disant ok, c'est du MySQL, c'est pas du SQL Server, c'est pas ci, c'est pas ça. Ah bah tiens, là je vais envoyer un mail, mais là je l'envoie en SMTP, mais en fait que demain je vais envoyer peut-être avec l'API de Sendinblue par exemple, et du coup ça sera plus du tout le même code. Oh là là, je suis terrifié. Il y a pas, faut pas être terrifié. L'intérêt justement des ports adapteurs, c'est qu'on se concentre sur notre hexagone. Le reste qu'il y a autour, c'est du détail. Donc le workflow, comment ça fonctionne? C'est la première chose que vous allez faire dans votre projet. Coucou un stream qui commence avec on s'en fout, objet de follow direct. Je plaisante, hein, sympa comme sujet. Écoute, merci et bienvenue à toi. Du coup, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se focus. Alors quand je parle du workflow, c'est un workflow projet en tant que développeur. Par exemple, c'est que là, on s'en fout. On va commencer. La première chose sur laquelle on va commencer, dites-vous bien que c'est juste votre hexagone. C'est votre domaine métier. C'est la seule chose sur laquelle vous allez commencer et développer. On s'en fout de ce qu'il y a derrière. On s'en fout que ce soit du web, appelé par une API, par un front qui est en React, ou appelé par un RabbitMQ parce que tu veux gérer d'un message qui vient d'être envoyé dans la pile, ou c'est une commande CLI. On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas de notion de tout ça. On s'en fout aussi de savoir si on attaque une base de données MySQL, relationnelle, NoSQL avec du document par exemple, ou que sais-je. On s'en fout. On s'en fout, parce que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le métier. C'est ça qui apporte de la plus-value à votre projet. C'est pas le choix de se dire, ah bah tiens, je vais faire du doctrine avec MySQL. Ça, c'est un détail. C'est pas ça qui fait la plus-value de votre projet. Ce qui fait la plus-value de votre projet, c'est simplement votre code métier, la logique métier que vous allez implémenter. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous dis que faire un blog avec de l'hexagonal architecture, bah, c'est un peu overkill parce qu'en termes de domaine, il n'y a pas vraiment de complexité. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt justifié à se dire de « Ah bah tiens, je vais mettre en place une grosse architecture », sauf si c'est pour apprendre évidemment, hein, mais je parle dans un cas vraiment pro et pratiquement pro, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, on en perd un tout petit peu l'intérêt parce qu'au final, on est sur des trucs relativement simples. Alors, le code du repository est déjà très générique, non? Avec save, get all, etc. Pourquoi en dehors de l'hexagone? Parce qu'on n'a pas envie de dépendre de repository. Parce qu'un repository, ça reste de toute façon attaché à Doctrine et attaché à une certaine façon de faire. Moi, peut-être que demain, ici, j'ai mon truc, j'ai mon interface, mais peut-être que je vais pas mettre Doctrine du tout, qui me dit que je vais pas utiliser Eloquent, qui me dit que je vais pas utiliser un truc juste du PDO, par exemple. Il n'y a rien qui me le dit, ça. Il n'y a rien qui me l'empêche, en fait. Peut-être que je ne vais pas utiliser la notion de repository pattern de Doctrine, peut-être que je vais juste utiliser le DBAL de Doctrine et faire des propres classes de DAO et faire ma petite tambouille avec. C'est tout. Mais pour découvrir l'hexagonal, on peut débuter sur un blog. Oui, c'est ce que je dis. Si tu veux, pour l'apprentissage, tu fais ce que tu veux. Tu apprends sur un projet bidon, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est même conseillé. Surtout, là, ce que je dis, c'est dans un cadre projet pro, dans ta boîte, avec tes collègues. C'est ça que je veux dire. Oui, le repository, bah, c'est complètement lié. C'est ce qu'on appelle la DAO, la DAO, Data Access Object, d'accord? C'est c'est lui qui va te renvoyer les données. D'accord? Il va te renvoyer des données depuis la base de données. Alors, ce qui se passe derrière, c'est Doctrine qui s'en occupe, mais c'est la première porte d'entrée que tu as vers ça. Donc, effectivement, il est en dehors de notre domaine. Ok? De notre hexagone. Donc ici, l'idée, c'est encore une fois de se focus sur notre hexagone. Et quel est l'intérêt? Bah, ça va être déjà beaucoup plus simple à tester. Vous n'allez tester au final que vos use cases, puisque vos use cases sont vos portes d'entrée. C'est une porte d'entrée, une porte de sortie. Vous avez juste à tester vos use cases, vous testez du comportement. Vous faites des tests unitaires, très simples, très rapides, et vous vous concentrez encore une fois que sur ça. Moi, ce que j'adore faire dans mes projets, quand c'est des projets qui demandent un petit peu de logique quand même, eh ben je vais développer que ça au début. Je vais développer que ça. Je vais prendre un cas très particulier que j'ai eu il y a très récemment, il y a 2 mois sur un projet. C'est un projet de jeu de loi. D'accord? Et ce jeu de loi, donc il faut lancer des dés. Quand tu avances sur une case, tu as des bonus, des malus, tu as peut-être des jeux qui vont se déclencher, des choses comme ça. Donc ça va effectivement créer pas mal d'événements et tout. Ok. Test unitaire, j'ai dit quoi? J'ai dit test unitaire, non? Test rapide et automatisé. Oui, automatisable.
Attends, tu me fais peur. Bref. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais pas développer tout le jeu de loi qui se faisait avec Phaser et tout le bazar et faire mon truc. Non. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré. Alors, j'étais même pas en hexagonal architecture. Attention, moi, j'essaie juste au moins de respecter cette notion d'hexagone. C'est-à-dire de me dire, ok, j'ai mes entités qui sont liées avec des entités doctrine. Attention, hein. Encore une fois, c'est pas de l'hexagonal, mais juste cette notion de use case. Le fait de se dire que je ne gère que ma partie métier. Je ne gère que ma partie métier, je ne me concentre que là-dessus, je fais des tests pour vérifier si mon comportement... Enfin, j'implémente des tests pour vérifier et pour pouvoir valider mes comportements que je suis censé avoir. Si je lance un 3 et que j'arrive sur la case bonus qui m'envoie 12 cases plus loin, je suis censé me retrouver à la case 15. Par exemple, tu vois, c'est l'idée. Donc, c'est beaucoup plus facilement testable. Les tests sont beaucoup plus rapides, on se concentre sur la plus-value de notre projet. Ok. Tout ce qui va se passer en dehors de notre hexagone, au final, ça restera quoi? De l'infrastructure à configurer. Ah, il y a de l'implémentation qui va être besoin d'être faite. Mais est-ce que implémenter une méthode qui permet de persister une donnée, de récupérer une donnée, est-ce que la difficulté se trouve ici? Alors oui, vous pourrez peut-être retrouver une certaine difficulté dans une requête SQL un peu complexe. Ok, je dis pas, c'est possible. Mais ça reste au final l'utilisation d'une librairie. Je veux envoyer un mail, bon, on me donne des données, donc c'est ce que je vais envoyer dans mon... quand use case va envoyer un mail, il va appeler une méthode de l'interface et il va envoyer des données qu'il a besoin. Et moi, j'ai juste à envoyer un mail, hein. Ok, j'injecte mailer interface dans ma classe que j'implémente donc à l'extérieur de mon domaine. J'implémente ça et puis j'injecte mailer interface, je fais new templated email, je fais ma tambouille avec Twig, je crée mon mail et je l'envoie avec mailer send. Bon, alors là c'est un cas simple, on est bien d'accord, mais encore une fois on est sur des choses simples et faciles à comprendre. Et en fait c'est vraiment, faut se dire que il faut s'enlever toute la charge cognitive de la notion de persistance, de contrôleur, de ceci, de cela, qui n'ajoute en fait, rien du tout à votre réflexion sur votre projet. Rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez commencer à développer, vous pouvez très bien commencer à développer et vous dire mais je sais pas quelle base de données je vais utiliser, je sais pas ce que je vais faire, je sais juste que je dois implémenter ça comme comportement. Bah let's go, c'est parti, on y va. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus que ça? Pour le moment, au tout début, je peux même commencer avant même qu'on ait choisi et répondu à ces questions avec le reste de l'équipe. Et on peut même voir avec le temps. C'est pas un problème. On pourrait très bien même développer tout le projet comme ça et se dire oh bah juste à la fin je vais brancher et puis basta. Bon attendez, je fais une petite pause, je vais répondre à vos questions. Ouais, je fais toujours ça, faudra me mute. Back shading. Qu'est-ce que c'est ça? Mais donc, tu as des implémentations des interfaces pour les tests. Alors, on va y revenir. J'ai pas encore parlé de ça. Dans le domaine, il y a aussi des séparations. L'hexagonal architecture n'empêche pas la séparation en concerne. Tu fais ce que tu veux. Ça, après, c'est plus de l'hexagonal. L'hexagonal, c'est quoi? C'est juste ça. Le reste, ça, c'est toi qui vois. Tu fais ce que tu veux. Tant qu'il y a un sens dans le coup où ton besoin métier se trouve dans le domaine, ta logique métier se trouve dans le domaine et seulement dans le domaine et que tu utilises la notion de port adapteur, tu fais ce que tu veux de l'autre côté. On s'en fout, à l'intérieur ou à l'extérieur, tant que tu gardes cette logique-là, on s'en fout complètement. C'est finalement le sous-jacent de l'architecture microservice. Je sais pas, peut-être. Bonne soirée à tous, je comprends rien de toute façon. C'est normal. Ça sera l'étape d'après, David. Pas de souci, c'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est complètement normal. Moi, j'ai appris l'hexagonal architecture peut-être au bout de 4-5 ans, tu vois, même plus, je crois. Est-il possible d'avoir 2 domaines dans une même application? Tu peux mais bien, alors, ça après, c'est encore Canto, c'est encore autre chose, tu vois. Oui, t'inquiète pas, moi, j'ai 12 ans d'expérience, j'ai commencé à m'intéresser à l'hexagonal architecture en 2018-2017, tu vois. Donc, c'est-à-dire longtemps après. Est-il possible d'avoir 2 domaines dans une même application? Mais tu fais ce que tu veux. Encore une fois, tu fais ce que tu veux. Moi, ça m'est arrivé sur un gros projet d'avoir effectivement plusieurs domaines et d'avoir à l'intérieur de mon domaine
en fait d'avoir un sous clean architecture comme ça, en fait d'avoir en fait de juste ça, quand je parlais de notion de domaine ici, on va plutôt parler d'hexagone, mais d'avoir en fait un domaine, et dans ce domaine métier, on va dire ça, par exemple la partie sécurité. Dans cette partie sécurité, je vais retrouver mon contrôleur, mon hexagone, donc ma logique métier, et l'infrastructure par exemple. Mais tu fais ce que tu veux, encore une fois. C'est de faire du code modulaire. L'archiport adapteur est une façon de mettre en place. C'est exactement ça, merci. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre que on a envie de complexifier les choses, alors que non. Tout ce qu'on est en train de te dire, c'est tu as des ports adapteurs. Tes ports, ce sont des interfaces qui vont effectuer du traitement que tu vas mettre dans ton domaine et qui vont pouvoir être utilisées depuis l'extérieur. C'est-à-dire que là, avec l'inversion de contrôle, c'est bien le repository qui implémente l'interface. C'est une notion de fait de dire que c'est l'extérieur qui utilise, que c'est en gros l'extérieur, ce qui se passe ici, qui utilise ce qui se passe dans l'hexagone. Tu vois ? Dans la réalité des faits, toi, tu vas bien utiliser ton use case, il va bien utiliser l'interface. Mais l'interface, elle est implémentée à l'extérieur. Tu vois l'idée ? Mais ça, c'est l'inversion de contrôle qui s'en occupe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est juste se dire que tu as des interfaces et tu as du coup des adapteurs, ou un adapteur au moins à implémenter juste après. C'est tout. Donc encore, je reviens, je vais le répéter, ça permet au final de retarder vos choix techniques, vos choix d'infrastructure technique. Ça permet de retarder ce moment-là. Donc en fait, quand vous commencez le projet, quand vous commencez à développer et implémenter votre hexagone, et ben en fait vous en foutez si vous faites de la base de données relationnelle ou un document, si vous faites une API ou du contrôleur basique ou de la CLI, si vous faites du synchrone ou de la synchrone, vous vous en foutez complètement. On s'en fout de ouf en fait. On s'en fout. Et du coup, la charge cognitive, comme je le disais tout à l'heure, elle est beaucoup moins grosse parce qu'on se focus sur une chose. On n'a pas à se poser des questions, à se dire ah, putain, quand je développe, attends, mais les gars, et on se réunit parce qu'il faut savoir quelle base de données on va utiliser, il faut savoir quel mailer on va utiliser en API, en SMTP, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait, ceci, cela. Bah non, tu développes pas, tu commences à développer, tu t'en fous de ce qui se passe derrière. Merci, au revoir, c'est terminé. Et en front, c'est la même chose. En front, c'est encore mieux parce que vous allez moquer, en fait, directement, et on le verra après, vous allez moquer directement vos appels HTTP par exemple, et vous allez développer votre application avec des données bidons. Et vous dites, ah bah c'est seulement après que je vais aller brancher ça sur une API. C'est pareil, c'est le même concept. D'accord ? Vous avez votre front avec votre code, et là, ce qu'on peut voir sur le côté, par exemple, ce serait en gros l'appel API, ça serait le même délire. Voilà. En fait, tu peux coder tout ton domaine sans aucune implémentation extérieure et faire un frein à la fin. Exactement. Mais est-ce que c'est toujours possible de repousser les décisions techniques ? J'adore faire l'innocent. Alors, ah oui, non, ok. Alors, attendez. Il y a juste un truc sur lequel je veux revenir sur Nolwenn qui nous dit l'erreur des microservices est de faire un découpage technique et non métier. Merci de dire ça. Merci beaucoup. C'est très très important de bien comprendre et il faut arrêter ces délires, encore une fois, de croire que les microservices, c'est du technique. C'est encore du détail, tout ça. Là, t'as largement raison de dire que c'est du métier, le découpage microservices. Complètement. Merci. Mais est-ce que c'est toujours possible de repousser donc les décisions techniques ? Oui et non, il y a un moment donné où tu vas devoir quand même y réfléchir, tu vois. Mais tu peux le faire, il n'y a rien qui t'en empêche. Merci Cacahuété, j'avais pas vu ton follow. Merci beaucoup, excuse-moi, il a dû passer à la trappe avec les autres, excuse-moi. La plateforme intranet que j'ai reprise est le parfait contre-exemple de l'hexagonal. La logique métier, l'infrastructure, les services sont tous dans les modèles et les contrôleurs. Oui, bah ça arrive, et ça m'arrive aussi de développer comme ça, mais j'ai aucun problème avec ça. En fait, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur des projets où je sais que le code va être repris, que les gens sont pas forcément à l'aise non plus avec la clean architecture ou avec des concepts peut-être un peu avancés de PO, par exemple, et que j'ai besoin de coacher un tout petit peu sur ces notions-là. Je ne vais pas faire un projet. Et d'ailleurs, le projet ne nécessite pas d'utiliser l'hexagonal architecture. Eh ben, je vais faire du code, vous avez vu, avec juste des contrôleurs, des entités, des repositories, des form type de Symfony, allez, quelques services de ci et de là. Avec des interfaces quand même un petit peu, j'essaie, et c'est tout. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin. Après, ça dépend de la code base. Si on arrive sur un projet qui est vénère en termes de code base, et qui devient très difficilement lisible si on reste dans un basique, dans une architecture assez basique, là, ça devient compliqué. Là, on rêverait plutôt d'avoir un côté clean architecture pour une meilleure lisibilité, une meilleure maintenabilité, une meilleure testabilité. Ok, j'ai capté. C'est la promesse portée par des frameworks comme Dapper avec les sidecars. Alors là, tu m'as perdu. Ok, je voulais dire sur tous les projets, pas toujours en mode indéfiniment.
Ah, meilleure évolutivité. Bah oui, ça va avec tout. Ça va avec tout en fait si tu veux. C'est une meilleure pérennité, moins de dettes techniques, ça va avec tout. Mais après ça demande quand même par contre beaucoup. C'est assez verbeux. Je prends le cas de Symfony, c'est très verbeux. Hein. Mettre en place l'architecture, l'hexagonal architecture, c'est ultra verbeux. Bref, je reviens à mes moutons. Donc du coup, comme je disais, les tests deviennent du coup beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à mettre en place aussi, beaucoup plus rapides, etc., etc., etc. On se concentre sur une seule chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Thomas, attends, là, quand on a besoin de tester, on a des interfaces ici, mais quand on teste notre hexagone, on n'a rien d'autre. Il faut bien implémenter un repository à un moment donné. Oui, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stub nos repositories. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fausse classe, enfin, une vraie classe, pour le coup, plutôt, ici. Je vais la mettre en rouge, et on va l'appeler, par exemple, ça va être moi, j'appelle in-memory repository. Donc, c'est un in-memory, si vous voulez. C'est l'idée de se dire que ça, d'accord, hop, ça implémente ce truc-là. Alors, on va mettre la bonne flèche. Ok. Non, est-ce que tu peux me donner... Voilà. Ok. L'idée, c'est que là, je vais implémenter un in-memory repository et qui va implémenter notre interface, et je vais expliquer en fait dans le paramétrage de mon environnement de test que au lieu de brancher ce repository là qui n'existe peut-être pas d'ailleurs à ce moment-là vers notre interface, je vais plutôt utiliser mon in-memory repository, et dedans en fait je vais rien faire en fait, je vais juste peut-être avoir une classe bidon avec une propriété qui contient un tableau, et quand je fais un save, et ben je vais juste ajouter dans ce tableau, et on s'en fout si vous voulez. Il y a pas de logique derrière, il y a pas vraiment de logique si vous voulez. C'est juste un truc in-memory. Bon. Donc l'idée derrière tout ça, c'est quoi ? L'idée au final, c'est de se dire que on pourrait très bien, encore une fois, comme je vous disais, rester dans notre hexagone. On développe notre petit stub pour pouvoir plus facilement faciliter notre développement. Moi, je suis même allé plus loin dans un de mes projets, dans un des projets d'ailleurs qui s'appelle le Code Challenge. Salut mock, non, là c'est pas un mock, c'est un stub. C'est-à-dire que là, je crée vraiment la classe, j'implémente réellement la classe. Si tu veux, quand je fais des tests unitaires, j'évite de moquer absolument. J'évite absolument de moquer. Parce que les mocks, en fait, c'est pas ouf. C'est pas la meilleure manière de faire. L'archi-hexa est une forme de clean architecture. Oui. Alors attends. Tu répondais à quelle question du coup ? Alors attendez. Ok. Ah, mais c'est cela. L'hexagonal reprend la clean architecture. Est une forme de clean architecture. Oui, la clean architecture, c'est une façon de dire que tu fais une architecture clean. C'est dans l'extension du clean code, si tu veux, dans le même esprit. Mais en fait, la clean architecture, c'est... voilà, tu pourrais très bien faire ce qu'on appelle une architecture en oignon. Ça reste une clean architecture. L'hexagonal est une clean architecture. Merci, Nolan. Merci beaucoup. Certaines applis sont en effet immaintenables, mais pour les petites, c'est suffisant, largement. Super intéressant, bravo, je dois y aller, je reprends le replay. Pas de souci, reprends le replay sur Twitch ou sur YouTube. Pareil, j'évite de moquer. Faut éviter de moquer. Faut éviter. Je préfère utiliser à la limite du stub. Et ensuite, en fait, comme je vous ai expliqué, il va aussi me servir ce stub, parce que en fait, moi, par exemple, je vais avoir un projet. J'ai fait un projet pour tester un petit peu l'hexagonal architecture, où en gros, je vais avoir différents environnements. Je vais avoir un environnement de test, d'accord ? Un environnement de dev, un environnement système et un environnement de prod. Donc le prod, lui, c'est normal, il est branché avec tout ce qui est à l'extérieur. Mais si vous voulez, mon environnement test et de dev, eux, ils vont tous les deux utiliser le in-memory repository. C'est-à-dire que même quand je vais développer mon projet, même quand je fais mon front avec du Twig et tout, dans tous les cas, d'ailleurs, j'utilise un in-memory repository pour aller beaucoup plus vite, pour pas prendre la tête avec tout ça. Et après, je vais avoir un autre environnement qui s'appelle système, où là, je vais vraiment implémenter mon repository derrière. Et là, je vais pouvoir faire des tests d'intégration à balle. Allez, ok, je fais des tests d'intégration dans un environnement système avec mon vrai repository pour vérifier si ce qui se passe bien en base de données, c'est bon. Mais avant ça, quand je fais mes tests fonctionnels, en environnement de test basique qui attaque du coup mon in-memory, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si en base de données tout fonctionne bien, mais c'est plutôt de savoir si en HTTP tout fonctionne bien. Et de me dire, ok, moi ce que je veux tester ici, c'est l'HTTP, c'est pas vraiment ce qui se passe dans le code, et encore moins ce qui se passe en base de données. Ça, je le verrai plus tard. Vous aurez des refs de la commu sur un designer d'archi microservices, genre un tool où on peut matérialiser les domaines. Alors là, très très bonne question. Aucune idée. Tu peux utiliser Google Drawing et tu vas pleurer avec ça, à mon avis.
On a des trucs pour les DB, mais pour les microservices, c'est dommage. Peut-être, regarde sur PlantUML ou Mermaid. Peut-être. C'est très simple, hein, c'est très simple, mais je pense que ça pourrait fonctionner. Pour moi, les mocks, c'est quand l'infra est trop lourde pour les moyens mis à disposition de l'ACI. La différence entre un stub, tu vas implémenter toute une classe, et au final, le mock, tu peux très bien ne surcharger qu'un comportement, qu'un certain comportement dans ton truc, quoi. T'es pas obligé de tout surcharger, et juste surcharger ce qui t'intéresse. Tout dépend de la portée du test. Oui, c'est exactement ça. Il y a des tests de contrat, des tests système, des tests fonctionnels, des tests d'intégration, des tests end-to-end, des tests unitaires, des tests d'acceptation, des critères d'acceptation qui donnent donc du coup des critères d'acceptation. Bref, on s'en fout. Il existe 50 000 choses de tests. Ça, c'est encore un autre sujet. D'accord ? On s'en fout un petit peu, c'est pas l'idée. Pour les TU, mock is fine. Il n'y a aucun problème à moquer si tu veux. Moi, j'évite juste de moquer. Je préfère juste utiliser du stub quand c'est logique. Quand ça a du sens. Dans le cas que je vous donne ici, ça a du sens. Mais peut-être que à côté de ça, je peux largement moquer et merci, au revoir, ça suffit. Ça suffit, par exemple. Mais voilà. Après ça, c'est vraiment, encore une fois, un détail technique. On s'en fout, quoi. C'est même pas la question ici, quoi. On va même pas titiller pour savoir si c'est stub, fake, mock, ceci, cela, machin, bidule. On s'en fout. Ok ? On s'en fout. Donc je pense avoir tout. En fait, je pense avoir fini, quoi. Je pense avoir fini. Je pense avoir tout dit. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est sur des choses qui restent simples. Parce que ce que vous devez retenir, c'est cette notion de port adapteur. J'ai un hexagone. J'ai mon code dedans avec mes use cases, mes objets, value object, tout ce que tu veux, on s'en fout. Mais j'ai mon code qui correspond à ma logique métier. Pour tout ce qui est service, je vais mettre des ports. Et puis c'est l'extérieur qui va s'en occuper. Pas besoin d'aller plus loin. Mais, effectivement, ça donne quand même... Vous avez quand même besoin... Alors je dis que c'est simple. Attention, c'est simple. Si vous connaissez votre PO, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas croire que, en tant que, par exemple, débutant, ça va être simple pour vous de vous mettre à la clean l'hexagonal architecture si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec la PO. Parce que, et dans les concepts qu'il y a la PO, c'est-à-dire les principes solides, par exemple, avec l'inversion de dépendance, la ségrégation des interfaces, avec l'ISCOF, avec open fermé, avec single responsibility principle, par exemple, avec Demeter, avec KISS, Yagni, machin, bidule, ceci, cela, avec tout ce que vous pouvez connaître, toute bonne pratique qu'il y a à faire pour la PO, parce que moi, je me focus surtout sur la PO. Ça va être beaucoup plus simple de comprendre toutes ces choses-là. De comprendre déjà, de connaître les design patterns, de connaître les bonnes pratiques. Ça va vous aider à vous dire, mais en fait, oui, effectivement, la clean architecture, l'hexagonal architecture, pardon, c'est juste une façon de voir les choses. C'est simple, mais lourdingue par moment, il faut se forcer à ne pas tout pourrir rapidement. Exactement. Et ça, parfois... je me rends compte que c'est vite le bordel. Perso, je trouve la théorie simple, mais la découverte compliquée car il y a plein de trucs où on se dit « Ah merde, comment je fais ça ?» Alors en fait, l'idée, ce qui va vous poser problème, généralement, c'est plutôt de vous dire « Ah, attends, je mets ça où ?» C'est ça qui va vous poser problème. C'est pas tant... Encore une fois, si vous restez bloqué sur votre hexagone, il n'y a pas normalement de difficulté. La difficulté, ça va être dans le code que vous allez implémenter. Mais derrière, les services que vous allez utiliser pour vous dire « Ah, mais attends, comment je fais ça ?» Par exemple, comme tu dis, ça, c'est parce que vous allez trop complexifier dès le début. Faites une interface. N'oubliez pas, la ségrégation des interfaces, c'est plein de petites interfaces. C'est un petit comportement de ci, par-ci et par-là, si vous voulez. Donc, vous pouvez très bien mettre en place cette pratique-là et vous dire « Oh, pour le moment, je fais ça comme ça. » Et puis, peut-être que derrière, je vais avoir une grosse classe qui va implémenter plusieurs interfaces. Par exemple. Donc, si tu en arrives à te dire « Merde, comment je fais ça ?» et que tu travailles pas que dans ton hexagone, c'est que tu es déjà à l'extérieur et que c'est là où ça devient peut-être parfois un petit peu problématique parce qu'il y a certaines peut-être librairies qui sont encore pas tout à fait maîtrisées. Et ça, c'est OK. Mais encore une fois, si tu en arrives à te dire « Merde, comment je fais ça ?» Pose-toi la question, est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que j'essaie pas de complexifier? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire plus simple? Par exemple, quand on a l'habitude de manipuler les fichiers directement depuis le framework, on se rend compte que c'est pas si direct en CA. Manipuler les fichiers directement depuis le framework. Tu veux dire quoi par manipuler les fichiers? Manipuler les fichiers, j'ai un peu de mal à comprendre. Je vais pas vous faire en fait de mise en pratique sur comment ça s'appelle, sur Symfony, ça va demander trop de temps. Je vais plutôt répondre à vos questions. L'upload de fichiers, je trouve que c'est un bon exemple, très dépendant mais tu t'en fous en fait.
Quand tu vois, tu t'en fous. C'est-à-dire que en gros, l'upload de fichiers, comme tu l'as dit, c'est du contexte HTTP. Ok. C'est une manière d'aller mettre un fichier quelque part. Ok. La question, c'est de savoir à quel moment ça intervient. C'est ta question. À quel moment ça intervient. Bon. Tu commences tout simplement par faire une interface dans ton domaine, dans ton hexagone qui dit upload. Ok, uploader interface, upload. Juste tu fais ça. Et après, plus tard, tu verras. Plus tard, si tu as besoin. Mais moi, j'ai l'impression, Alexandre, dis-moi, arrête-moi si je dis des conneries, mais j'ai l'impression que le fait de te poser des questions comme ça, je pense que c'est tout de suite aller dans le dire, ok, je veux tout de suite avoir la refacto parfaite. Fais attention à pas trop refacto. Je me rappelle qu'il y avait un truc qui dit que plus tu refacto, plus ton code c'est de la merde. Tu vois, cascadeur, catcheur, pilote de rallye, c'est kiff kiff bourrico. Ah bah tout à fait, pédalo, je suis complètement d'accord avec toi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la question de se dire, ok, pour l'upload, ou par exemple pour la session, la gestion d'une session. La gestion d'une session. Non, alors ça, attends. Ah, attends, je te connais, Lior. Voilà, j'en étais sûr. Ah, je l'ai senti. Ah, oui. Ok, j'ai compris. Merci, Lior. Dans le DTO d'entrée, je finis par mettre le chemin du fichier, par exemple, car le composant file, c'est une classe HTTP dans Symfony. Ah, il y en a qui veulent gratter du... Ah bah voilà. Je ne dirais pas, je vais laisser quand même la surprise. Un point important, c'est au domaine de gérer les identifiants de ces objets, donc adieu les auto-incréments gérés par la BDD. Aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, encore une fois, c'est dans le côté un peu... Moi, tu vois, c'est là où je veux juste faire attention. C'est que ça, c'est une pratique, il n'y a pas de problème. Mais si demain, tu me dis... Ouais, non, au final, non. Généralement, en hexagonal, non, là, faut quand même faire ça. Non, t'as raison. J'allais dire une connerie. Merci, Pédalo, pour ton follow. Ok, donc je fais random 1-1. Je rigole. Non, en vrai, l'idée, c'est vrai que c'est pas évident sur des trucs comme ça, sur le côté HTTP. Mais vu que c'est HTTP, t'as déjà répondu à ta question au final. Et oui, ton DTO d'entrée, au final, tu vas lui filer le chemin. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Par exemple, imaginons, je veux dire, ah bah tiens, je veux modifier le pseudo de l'utilisateur. Est-ce que je vais avoir une notion de session dans mon hexagone ? Non, je vais lui filer à mon use case le nouveau pseudo et l'instance de mon utilisateur. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, si vous voulez, encore une fois, la session, bah c'est HTTP du coup. Tu l'as bien dit. L'upload, c'est pareil. Toutes ces questions-là, au final, on est sur une idée de se dire que, ah oui, au final, je me prends peut-être la tête pour pas grand-chose. Alors, question, dans quel cas il n'est pas judicieux d'utiliser l'archi hexagonal ? Mais sur les petits projets, il n'y a pas d'intérêt parce que ça va être ultra verbeux. Et encore là, je te mis la version la plus soft qu'on puisse avoir. D'ailleurs, tu peux rajouter plein d'autres patterns. Le présenteur pattern, le view model, le ceci, le cela. Et du coup, tu rajoutes des couches, des couches, avec plein de boundary dans tous les sens. Et là, t'en perds ton latin. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ça n'a un intérêt que dans le cas où tu as un besoin de maintenabilité, de lisibilité, et aussi de lisibilité, mais surtout de maintenabilité. Ça, c'est un intérêt. C'est cette question-là que tu dois te poser. Ok. Si tu es sur un petit blog, si tu es sur un petit projet qui ne demande pas énormément de réflexion ou ce genre de choses, ou en tout cas, c'est pas un projet qui a une énorme code base, vas-y, quoi. Tranquille, quoi. Pas besoin, forcément. Pas besoin. Pour tout projet dont tu sais qu'il n'y aura pas de modification tous les 3 jours pendant 5 ans. Mais même pas, en fait, ça dépend. Le site du resto d'en bas, tu vas pas. Mais même un projet que tu vas modifier tous les 3 jours dans 5 ans, si c'est un tout petit projet, mais qui va peut-être évoluer assez régulièrement parce qu'il y a plein de trucs à faire. Je veux dire, t'es pas obligé de faire de l'hexagonal architecture, juste tu fais une architecture qui a du sens avec une notion de service et au moins d'inversion de dépendance. Voilà, ça suffit. Le reste, bon. Salut Nyanzi, passe une bonne soirée. Et si au début du projet, on ne sait pas quelle taille ça va prendre, et bah c'est pas grave, tu la mettras après ta hexagonal architecture.
bah d'accord. Ah bah d'accord, Angie, c'est la première fois que tu viens sur le stream. Ah bah je suis déçu. Je suis une victime. Mais t'as bien raison, profites-en. Profites-en. Non, alors l'idée, ce que je voulais dire, c'est que du coup, tu peux très bien fonctionner avec un hexagone sur un tout petit projet. Si tu viens juste dans le délire de dire, ah bah tiens, j'ai un use case, j'ai mes entités directement collées sur, sur mes entités doctrine, c'est pas ouf, mais tu peux quand même le faire en disant juste, en gros, ça, bon, à la limite, tu le dégages là-haut, pourquoi pas, pour le moment, et te dire, ah bah tiens, mais juste avoir cette notion de use case avec la notion de port. Le reste, après, et ça demande pas beaucoup de travail, si vous voulez, de rajouter des ports. C'est gratos, tu vois. Mais voilà, tu commences comme ça. Moi, c'est comme ça que je développe tous mes projets aujourd'hui. Quand je suis sur un petit projet, je vais avoir une notion, un dossier qui va s'appeler use case, et puis je vais bosser comme ça. Bon, parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin de mettre de l'hexagonal architecture. Voilà. Je me doutais que je serais pas la première. Et non, t'es la troisième, je crois. Je viens de comprendre le délire du cascadeur et tout. Ah, voilà. Faut une archi découplée du moment où l'on veut que ça dure longtemps et que ton framework ne te pète pas tout ton boulot à une montée de version. Exactement. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment au moins découper cette notion de use case. Au moins ça. Après, effectivement, alors là où avec l'hexagonal architecture c'est du lourd, c'est qu'effectivement une montée en version, bah c'est très simple au final. C'est très très simple. Ça devient tout de suite bien moins chiant parce que dans tous les cas, nos tests, eux, ils restent là, ils bougent pas. Nos tests sur l'hexagone, ça bouge pas. Ok, super. Est-ce que nos tests, comment dire, HTTP, nos tests d'intégration, pareil. Ça bougera pas tant que ça au final, c'est ce qui va nous permettre de nous rassurer. Ce qui peut bouger par contre, c'est peut-être tout ce qui se passe à droite, toute la partie peut-être repository, s'il y a une grosse montée en version sur Doctrine, s'il y a une grosse montée en version sur des composants mailer ou sur des trucs comme ça, ou j'en sais rien, ça peut effectivement bouger. Effectivement. Mais en fait, il faut toujours garder en tête de se dire, quand on commence un projet qu'on connaît pas trop, faites simple. On fait simple. Toujours faire simple. Arrêtez de vouloir vous prendre la tête à faire de l'optimiser dès le début. Faire très attention à ça. Le gars qui a écrit le livre Learning Microservice, quand tu es une startup, tu ne sais pas trop où tu veux créer ton produit, un bon monolithique, il n'y a rien de mieux. Bien sûr, son analyse, c'est que ton domaine métier peut changer très rapidement au début, comme Uber au début, c'était pas destiné à ça le produit. Exactement. Après, comme tu dis, tu peux faire de l'hexagonal hyper localisé, c'est juste de l'inversion de dépendance. C'est ça, c'est le port adapteur pattern. C'est ça qu'il faut garder en tête. Pour moi, c'est ça. Voilà. Le reste, après, ça peut venir avec le temps. Et après, de toute façon, plus votre projet va... Alors, déjà, plus vous allez créer d'expertise, plus vous allez avoir un bagage technique, plus ça va être évidemment simple à mettre en place. Plus vous allez donc tout de suite arriver sur une belle version, sur une bonne version maintenable et bien ciblée de votre hexagonal architecture, et let's go, quoi. Mais encore une fois, franchement, pas de dogme. Si vous voulez, pas de dogme. Ne faites pas de dogme à vous dire, ok, il faut que ce soit comme ça. Faites en fonction de votre contexte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de dogme. Très important. Et c'est pas parce que vous faites pas de l'hexagonal architecture que vous êtes un mauvais ou une mauvaise développeuse. Ça, c'est faux. C'est faux. Ok ? C'est bon. Il y a un moment donné, moi, les turbo-teubés qui viennent me dire « Ah, bah tiens, tu fais pas de truc, t'es un mauvais développeur. » Bah moi, ce que je fais, c'est que je leur pisse dans le cerveau, je leur chie dans la bouche. Et j'en ai rien à foutre. Ça me casse si vous voulez, ça me casse la tête. Ça me casse la tête d'entendre des conneries comme ça. Merci pour ton follow, NJ. Ça me casse la tête d'entendre des conneries comme ça. Je vais en faire une conf et je m'en bats les reins, je vais chier sur plein de gens. Eh ben, je m'en fous carrément. Je m'en fous carrément. Tu fais pas de l'Arabelle, t'es has-been. Mais c'est pareil. Mais en fait, je veux dire, toutes ces merdes là, tout ça, hein, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Moi, ça a tendance à me soulever. Hein. Alors attends, j'ai pas lu ton gros truc. Alors, pour avoir travaillé avec d'autres développeurs, les interfaces pour pouvoir améliorer la testabilité sans être en CA, c'est pas forcément apprécié parce qu'en fait, tout le monde teste pas ça, car c'est du temps pour les écrire et donc du temps perdu pour de l'argent perdu et donc de l'argent perdu. Et puis ça rend compliqué de trouver l'implémentation. Donc la CA, comme tu l'as déjà dit, faut pas la mettre si tu vas travailler avec des gens qui ne vont pas en vouloir. Ah ben bien sûr, mais c'est comme tout. Tu ne vas pas faire de l'agilité dans une équipe qui a pas envie de faire de l'agile. Ça n'a aucun sens. Tu ne forces pas les choses, ça ne fonctionnera jamais. C'est tout, c'est comme tout. Tu peux très bien tester avec un MVC et des CRUD. Bien sûr. Oui, je comprends, moi aussi j'en vois beaucoup. Bah oui. Mais en fait, il n'y a pas que sur Among Us que tu gueules tout le temps. Non, je gueule tout le temps. Tout le temps. Et c'est du plaisir. Bon, je vais me manger un banatroll à un mauvais moment. Non.
Du tout. Il gueule même quand je respire. Tout à fait, Lior. Bah, en fait, c'est quand les gens respirent à côté de moi. C'est tendance à me casser les couilles. Effectivement. Thomas joue à Among Us. Bien sûr que je joue à Among Us. Alors après, pour la partie qu'il y a eu la dernière fois, pour ma défense, il commençait à se faire tard. Je commençais à être fatigué. Et quand je suis fatigué, j'ai plus de filtre. Et je crie facilement. J'arrive pas à baisser les décibels. Ça, c'est... Bon. C'est comme ça. J'en parlerai peut-être un autre jour de tout ça. Bref, on ne parle pas de moi, on parle d'Hexagonal Architecture. Bref, on va arrêter la vidéo YouTube parce que je vais couper l'enregistrement. On fait un merci YouTube, coucou, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à souscrire un abonnement. Non, je déconne. Merci YouTube, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.